Une lettre jaunie changea le destin d'une ville du Far West. Lorsqu'elle révéla les plans obscurs d'une puissante compagnie ferroviaire, un shérif solitaire et une doctoresse dévouée unirent leurs forces contre la cupidité. Au milieu des orages et des trahisons, un amour inattendu fleurit sur les terres arides, une histoire de courage, de rédemption et de choix qui transformèrent à jamais une vallée oubliée. Préparez-vous pour un voyage émouvant au cœur du Far West. Laissez votre j'aime et dites-nous d'où vous regardez. À l'aube naissante, lorsque le vent murmurait des promesses oubliées dans les dunes de poussière, Village Espérance s'éveillait sous le regard implacable du soleil. L'air, lourd et sec, semblait aspirer la vie même des âmes qui osaient habiter ce coin oublié du monde. Chaque planche grinçante du saloon, chaque brin de paille lâche sur les toits, chaque fissure dans la terre sèche sous les pieds de nus, racontait une histoire de lutte, de résilience féroce contre une nature qui était, à la fois, mère et marâtre. C'était la vallée de la rivière sèche, un nom qui portait la mélancolie d'une promesse non tenue, un lieu où la foi était aussi vitale que l'eau, et l'espoir, un fragile murmure contre le rugissement du désespoir. Au centre de cette scène poussiéreuse se tenait Antoine, l'homme que Village Espérance appelait shérif. L'étoile d'étain sur son gilet usé n'était pas un symbole de pouvoir, mais un fardeau de responsabilité qui pesait plus lourd que le plomb de ses balles. À 40 ans, ses yeux bleus, autrefois brillants comme le ciel du matin, avaient acquis l'opacité de la poussière et la fatigue de celui qui a trop vu. Il avait vu la terre se fissurer sous la sécheresse implacable, vu des hommes honnêtes se transformer en ombre de cupidité, et vu la mort emporter un partenaire, Pierre, dans le silence blanc d'un hiver cruel. Il y a 5 ans, cette perte avait creusé un trou dans son âme, un puits de culpabilité qu'aucune patrouille sous le soleil brûlant ne parvenait à remplir. Il patrouillait non seulement les rues, mais aussi les frontières de sa propre solitude, un loup solitaire gardant un troupeau dispersé. Sa méfiance envers les étrangers était aussi instinctive que celle d'un coyote humant le vent, une armure forgée dans la fournaise de la perte. La routine monotone d'Antoine n'était brisée que par de petits incidents. Un ivrogne bagarreur, dans le saloon de Michel, une dispute pour du bétail perdu. La visite occasionnelle d'un colporteur dépenaillé. L'odeur de café fort et la poussière soulevée par les rares chevaux qui passaient étaient les seuls arômes qui brisaient la monotonie de l'air sec. Mais un jour, l'arôme de la routine fut subverti par l'odeur de vieux papier et d'encre fanée. Un messager, jeune et épuisé, chancela jusqu'au bureau d'Antoine, remettant une lettre qui semblait porter le poids de secrets enterrés. La lettre, envoyée de loin, parlait d'une caravane qui approchait, non pas de colporteurs ou de colons ordinaires, mais de représentants de la compagnie des chemins de fer du Midi. Leur plan, décrit dans les lignes tremblantes du papier, incluait l'expansion de la ligne de train, coupant la vallée de la rivière sèche en deux. La nouvelle tomba sur Village Espérance comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Le murmure d'incertitude se transforma rapidement en brouhaha, puis en cri. La communauté, déjà au bord de l'épuisement par la sécheresse implacable qui frappait la région depuis des mois, se divisa comme une pierre fendue en deux. D'un côté, il y avait Michel, le propriétaire du saloon, le dernier verre, un homme petit, astucieux et dont l'ambition était peinte dans ses petits yeux. Pour lui, le chemin de fer était synonyme de progrès, de clients assoiffés de nouveautés et surtout de profit. Il voyait la vallée non pas comme un foyer, mais comme une opportunité commerciale attendant d'être exploitée. De l'autre côté, et avec une préoccupation qui transcendait le simple intérêt financier, il y avait la doctoresse Anne. Nouvellement arrivée il y a un peu plus d'1 an, elle avait troqué une vie de confort dans la grande ville pour la rudesse de l'Ouest, poussée par un appel intérieur qui la menait à servir là où l'on avait le plus besoin. Ses 30 ans de vie avaient déjà témoigné de la fragilité humaine et de l'importance de la compassion. Elle voyait dans l'arrivée du chemin de fer non pas une promesse de prospérité pour tous, mais une menace pour les plus vulnérables, les vieux fermiers, les familles ayant peu de terre, ceux dont les vies étaient intrinsèquement liées, au rythme lent et implacable de cette vallée. Sa principale motivation était la protection,
le soin, la guérison des blessures, qu'elles soient du corps ou de l'âme. Ce fut dans le bureau d'Antoine, une cabine exiguë qui servait de mairie, de cachot et d'infirmerie improvisée, que leurs regards se croisèrent pour la première fois, avec une intensité qui allait au-delà de la courtoisie. L'odeur d'éther et d'herbes médicinales qu'Anne portait se mêlait à l'arôme persistant de poussière et de cuir. Elle était venue apporter des fournitures médicales, mais aussi la préoccupation qui émanait d'elle comme la chaleur du soleil. Alors qu'elle organisait les flacons sur l'étagère improvisée, ses doigts touchèrent brièvement les siens sur une boîte de pansements. Un subtil frisson parcourut l'échine d'Antoine. Lui, habitué à la rudesse de la vie, se sentit maladroit face à sa silencieuse gentillesse. Anne, percevant le poids invisible qu'il portait, la solitude qui l'enveloppait comme un linceul, lui tendit un petit livre relié en cuir usé. « Pour les jours où l'horizon semble trop lointain », dit-elle, la voix douce comme un baume. C'était un livre de poèmes, quelque chose d'aussi incongru dans ce bureau poussiéreux qu'une fleur dans le désert. Antoine prit le livre, sentant la texture du cuir sous ses doigts calleux. Ce n'était pas un objet significatif au sens pratique, mais le geste, l'intention derrière, cachait une profondeur surprenante. C'était la première graine d'une connexion inattendue, plantée dans le sol infertile de cette vallée. Ce moment de gentillesse initiale, l'échange silencieux d'un objet qui parlait de beauté et d'espoir au milieu de l'âpreté, marqua la première des 5 approches cruciales dans leur développement romantique. Quelques jours plus tard, la première calèche de la compagnie des chemins de fer du Midi arriva. Le bruit des sabots frappant le sol dur de la rue principale de Village Espérance se mêla au murmure incessant du vent entre les cactus, annonçant l'arrivée de quelque chose de grand et pour beaucoup, d'effrayant. C'était un son étrange, dans ce silence habituel, un présage de changement qui semblait irréversible. Le représentant de la compagnie, un homme appelé Dr Ellie, descendit de la calèche. Il portait un costume cher et impeccable, une tenue qui détonnait complètement dans l'environnement poussiéreux et austère. Il souriait, mais il y avait quelque chose dans ses petits yeux astucieux qui aiguisa la méfiance d'Antoine. Dr Ellie réunit les habitants devant l'entrepôt général, promettant prospérité, emploi et une connexion vitale avec le reste du pays. Il offrit des paiements généreux pour les terres et peignit un tableau d'un avenir brillant pour Village Espérance, un avenir sur des rails d'acier. Mais derrière les mots polis et les promesses grandioses, la véritable intention de la compagnie des chemins de fer du Midi était claire pour ceux qui savaient regarder au-delà de la surface. Acquérir le contrôle total du seul point d'eau pérenne de la région, la source qui alimentait la vallée de la rivière Sèche, transformant la communauté en otage. Le premier léger rebondissement survint lorsqu'Antoine, examinant les cartes que Dr Ellie avait présentées, remarqua une divergence. Les cartes montraient le cours prévu du chemin de fer, mais minimisaient grossièrement l'importance de la source, l'indiquant comme un simple petit ruisseau saisonnier. Antoine, qui connaissait chaque pierre, chaque buisson de cette vallée comme la paume de sa main, savait que c'était un mensonge éhonté. La source était la vie de la vallée, le cœur qui pompait le peu d'eau qui permettait l'existence ici. Peu après, la tension monta. Un groupe d'ouvriers avancés de la compagnie, des hommes rudes avec des pelles et des instruments de mesure, commença à opérer sur les terres proches de la source, sans aucune autorisation. Ils ignorèrent les protestations du vieux fermier Marcel, un homme de peu de mots, mais avec un amour profond pour la terre qu'il cultivait depuis des décennies. Les ouvriers endommagèrent une partie de sa clôture et piétinèrent une petite plantation de maïs, une provocation calculée pour tester la résistance de la communauté. Ce fut le premier moment de haute tension et de suspense après l'introduction du conflit. L'air se fit lourd de la menace latente. Y aurait-il un affrontement ? Comment la communauté réagirait-elle ? La cupidité de la compagnie avait montré ses griffes et la vallée semblait retenir son souffle. Une réunion fut convoquée au salon, le dernier verre. L'odeur d'alcool bon marché et de tabac flottait dans l'air saturé d'émotions. La communauté était divisée. Michel, avec son sourire de requin, défendait avec véhémence la compagnie parlant d'emploi et de progrès. D'autres, pressés par la sécheresse et la promesse d'argent facile,
hochèrent la tête en signe d'accord. Antoine se tint adossé au comptoir, observant. Il était le loup qui observe le troupeau, discernant les signes de peur et de soumission. Il écoutait, mais ne parlait pas, sa méfiance innée l'empêchant de prendre parti hâtivement. La doctoresse, Anne cependant, ne put rester silencieuse. Elle se leva, sa voix claire et ferme résonnant dans le saloon bruyant. Elle parla de l'importance de l'eau, de la fragilité de la vie dans la vallée, de protéger les personnes âgées et les plus faibles, ceux qui n'avaient pas la force de lutter contre une force si puissante. Elle argumenta que la véritable prospérité ne viendrait pas de rails d'acier qui emporteraient l'eau, mais de la préservation de la vie qu'ils avaient déjà. Cette nuit-là marqua la deuxième étape cruciale dans l'approche d'Antoine et Anne. En sortant de la réunion houleuse, sous un ciel étoilé à couper le souffle, Anne semblait fatiguée, mais irréductible. Antoine, poussé par une impulsion qu'il comprenait à peine, s'offrit pour l'escorter jusqu'à la petite maison qui servait de cabinet et de logement. Le craquement du bois sec sous leurs pas rythmait la conversation qui suivit. Ils parlaient du ciel, des constellations qui parsemaient l'immensité noire. Antoine lui raconta les histoires que les anciens habitants de la vallée racontaient, sur les étoiles qu'ils appelaient les gardiens du désert, guides pour ceux qui se perdaient dans l'immensité. La conversation fluait, maladroite au début, mais gagnant graduellement son propre rythme, créant une intimité inattendue, sous le regard indifférent de la nuit étoilée. Il ressentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, une légèreté qui semblait faire fondre l'armure de solitude qui l'enveloppait. La sécheresse persistait, son emprise se resserrant comme un nœud coulant invisible. Le bétail dépérissait, les plantations se flétrissaient. La compagnie des chemins de fer du Midi, avec son cruauté calculée, profita de la situation. Dr Eli et ses hommes commencèrent à offrir des puits artésiens de courtoisie aux fermiers désespérés, en échange de signatures sur des contrats de cession de terre. Beaucoup cédèrent, la soif et la peur surpassant tout reste de résistance. De petites victoires pour la compagnie, remportées au prix du désespoir humain. Antoine tentait d'intervenir, alertant les fermiers sur les lignes fines des contrats. Mais sa voix n'était qu'un murmure contre le clameur de la nécessité. Chaque contrat signé était une petite défaite pour lui, un rappel de combien il était difficile de lutter contre un ennemi si bien capitalisé et implacable. Un rebondissement de moyen impact survint quelques semaines plus tard. Le messager, original, celui qui avait remis la lettre à Antoine, fut trouvé inconscient aux alentours du canyon, blessé et avec sa sacoche de courrier violée. Son cheval s'était enfui. Anne fut la première à arriver sur les lieux, prenant soin de lui avec l'urgence et le dévouement qui lui étaient caractéristiques. Antoine l'accompagna, ses yeux de lynx examinant la scène. La sacoche était déchirée, les rares lettres éparpillées au sol. Mais Antoine remarqua quelque chose de crucial. Certaines lettres, celles adressées au juge du comté voisin, avaient disparu. Ce n'était pas un vol ordinaire, c'était un vol ciblé, orchestré par quelqu'un qui savait quoi chercher. Cela planta une graine de suspicion plus profonde. La compagnie n'était pas seulement en train d'acheter des terres, elle faisait taire toute voix qui pourrait s'opposer légalement. Qui d'autre savait l'existence de ces lettres? La troisième approche romantique eut lieu pendant les soins du messager blessé, un jeune homme appelé Benoît. La petite maison d'Anne se transforma en hôpital improvisé. Antoine et Anne travaillèrent, côte à côte, nettoyant les blessures, appliquant des compresses. Leurs mains se touchaient occasionnellement sur les bandages ou les instruments médicaux, de petits chocs électriques qui semblaient ignorer la gravité de la situation. L'odeur d'antiseptique et le faible gémissement de Benoît remplissaient l'air. Ce fut là, dans la quiétude tendue des soins, que la vulnérabilité trouva de l'espace pour respirer. Anne, épuisée et les nerfs à fleur de peau, révéla, à Antoine presque en murmurant, qu'elle portait elle aussi un fardeau de culpabilité. Elle avait laissé derrière une sœur plus jeune, malade, lorsqu'elle était partie pour l'Ouest en quête de son but. La décision la hantait, un regret silencieux. Antoine, pour sa part, parla un peu de Pierre, la faute qui le tourmentait. Dans ce moment partagé de douleur et de regret, ils créèrent un lien de compréhension mutuelle, âmes marquées par la perte trouvant un refuge momentané l'une dans l'autre. Leur foi en eux-mêmes,
ébranlés par leur passé, trouvaient un petit soutien dans cet espace partagé. Le 4e mois apporta une sécheresse encore plus sévère. La vallée de la rivière sèche semblait se rendre. La terre était si dure qu'elle se fissurait en motifs complexes, comme la peau vieillissante d'une créature ancestrale. Le manque d'eau transforma le désespoir en panique. La compagnie des chemins de fer du Midi, maintenant avec Dr Eli, agissant comme un prédateur patient, intensifia ses offres. Les puits artésiens étaient l'appât, les contrats de cession, de terre, l'hameçon. La pression était immense. Plus de fermiers cédèrent, leurs espoirs se flétrissant avec les plantes. Ceux qui résistaient se sentaient comme des îles isolées, dans une mer de résignation. L'unité initiale de la communauté, fragile depuis le début, semblait s'effriter complètement. Michel, au saloon, célébrait, avec les hommes de la compagnie, trinquant au progrès qu'il voyait arriver. Antoine se sentait impuissant. La force de son étoile d'étain insignifiante contre la force écrasante de la soif et de la cupidité. Un rebondissement significatif, qui changerait drastiquement le cours de la lutte, survint lorsqu'Antoine, suivant une intuition, inspecta le bureau du docteur Eli dans la calèche de la compagnie. Il trouva, cachés sous un faux plancher, des documents détaillés et des cartes qui révélaient le vrai et terrible plan. Non seulement acquérir la source, mais dévier complètement le cours de la rivière souterraine qui l'alimentait, laissant Village Espérance à la merci de la compagnie pour la moindre goutte d'eau. C'était une condamnation à mort lente pour la vallée, une stratégie cruelle pour forcer les quelques résistants à vendre leurs terres à n'importe quel prix. Cette sombre découverte coïncida avec un spectacle à l'horizon. Le premier, nuage d'orage depuis de nombreux mois. Sombre et imposant, avançant lentement sur la plaine aride. C'était une métaphore parfaite pour la situation. Une force destructive, mais potentiellement rédemptrice, planant au-dessus de la vallée. La terre semblait anxieuse, comme un animal affamé attendant une proie. Le 4e moment romantique eut lieu pendant les préparatifs de l'orage qui s'annonçait. Le ciel, autrefois bleu et implacable, s'était transformé en une toile dramatique de cendres et de pourpre. Le vent hurlait, soulevant des tourbillons de poussière. Antoine et Anne, ainsi que quelques habitants, travaillaient frénétiquement pour renforcer l'étable, l'un des rares bâtiments solides. À l'intérieur de l'étable, l'odeur de foin et d'animaux se mêlait à l'arôme électrique de la pluie qui approchait. Sous le rugissement lointain du tonnerre, leurs conversations s'approfondirent, touchant les peurs les plus intimes. Anne confessa sa peur de ne jamais trouver sa place, d'être toujours en marge, une étrangère où qu'elle aille. Antoine, pour sa part, révéla sa crainte constante d'échouer à nouveau, de ne pas être capable de protéger ceux qui dépendaient de lui, revivant la culpabilité de n'avoir pas sauvé Pierre. La vulnérabilité partagée, les confessions murmurées alors que le monde dehors se préparait à s'effondrer, créa un lien qui transcendait les mots, une connexion profonde forgée dans la fournaise du peur et de l'espoir. L'orage arriva, avec une fureur inouïe. Le ciel s'ouvrit, déversant des torrents de pluie sur la vallée desséchée. Le son était assourdissant, un rugissement constant qui semblait vouloir laver l'existence même de Village Espérance. La terre, incapable d'absorber autant d'eau soudainement, transforma les ruisseaux secs en rivières furieuses. Une inondation soudaine menaça de balayer des constructions entières. Au milieu du chaos, un rebondissement de moyen impact confirma les soupçons d'Antoine. Michel, le propriétaire du saloon, fut vu dirigeant des hommes de la compagnie vers la source, se révélant un allié payé de la compagnie des chemins de fer du Midi. Il avait reçu des promesses d'exclusivité commerciale et une participation au profit futur de l'eau. Sa trahison exposa les fractures dans l'apparente unité de la communauté, montrant que la cupidité pouvait être plus forte que les liens de voisinage. Le climax du danger arriva. La digue improvisée que les habitants avaient construite pour protéger la source, un symbole de la résistance de la vallée, commença à céder sous la force du torrent. Antoine, Anne, le vieux Marcel et un petit groupe de loyaux travaillaient, sans relâche sous la pluie implacable. L'air était chargé de l'odeur de terre mouillée, du son du bois qui craque et du rugissement des eaux. Des gouttes de pluie coulaient sur le visage d'Antoine,
se mêlant à la sueur, ses muscles endoloris. Mais il poussait des rondins, portait des pierres, ses yeux fixés sur la digue qui se désintégrait. C'était une confrontation directe avec la nature sauvage, une lutte pour la survie. Ce fut pendant ce moment critique, avec l'eau rugissant autour de lui, qu'Antoine, au milieu de l'épuisement et du danger, réalisa quelque chose de profond. Il luttait non seulement pour l'eau, pour la terre, pour la communauté, mais pour un avenir aux côtés de cette femme, Anne, qui, inexplicablement, voyait à travers son armure, qui comprenait ses silences et partageait sa détermination. L'espoir, pour lui, avait pris un visage. Un rebondissement de grand impact se révéla au plus fort de l'orage. Le vieux fermier Marcel, malgré son apparence fragile, avait caché dans sa cabane des documents que Benoît, le messager, avait réussi à sauver avant d'être attaqué. C'étaient des copies des contrats de la compagnie des chemins de fer du Midi, mais avec quelque chose de crucial. Le cachet et la signature du gouverneur territorial étaient falsifiés. La compagnie agissait illégalement sous des documents forgés. Cette découverte fournit le levier légal, désespérément nécessaire pour contester toute l'opération de la compagnie des chemins de fer du Midi. C'était une faible lumière, au milieu de l'obscurité de l'orage, un fil d'espoir. Le danger atteignit son point culminant lorsque, pendant le sauvetage d'un enfant resté piégé sous les décombres d'une maison touchée par l'inondation, la doctoresse Anne resta piégée. Une lourde poutre tomba sur ses jambes. Son cri déchira le rugissement de l'eau. Antoine, qui était proche, se figea un instant. L'image de Pierre, son partenaire perdu, lui venant à l'esprit. La faute, la peur. Mais la peur fit place à une détermination féroce. Entre le rugissement des eaux, le craquement des structures cédant et l'odeur de bois mouillé et de destruction, il affronta sa plus grande épreuve. Il n'hésita pas. Il risqua sa propre vie, plongeant dans l'eau furieuse et les décombres pour l'atteindre. Avec la force du désespoir, il souleva la poutre libérant Anne et la porta dans ses bras vers un lieu sûr. Dans cet acte de sacrifice, de courage né d'une foi nouvellement découverte, il affronta enfin sa peur la plus profonde, la peur d'échouer avec ceux qu'il aimait. Il n'échoua pas, il la sauva. Le matin après l'orage apporta un silence presque sacré. Le soleil, pâle et faible, luttait pour percer les nuages restants. La vallée de la rivière sèche semblait lavée, purifiée par la fureur de l'eau. La communauté, bien qu'ébranlée et marquée par la destruction, demeura intacte. L'odeur de terre mouillée et la fragile douceur de l'air planaient sur les décombres. Les blessures furent soignées, les pertes pleurées, mais il y avait aussi un sentiment palpable de soulagement. La digue avait résisté, la source était sauve, pour l'instant. Le 5e moment romantique fleurit dans la quiétude du rétablissement. Antoine, se remettant encore de contusion et d'épuisement, trouva Anne dans sa maison improvisée, prenant soin des blessés. Il s'approcha, maladroit. Dans sa main, il portait une petite sculpture qu'il avait taillée dans le bois humide d'un saule abattu par l'orage. C'était une représentation simple, mais pleine de signification, de la source qu'ils avaient sauvée ensemble, avec des lignes douces et une petite cavité au centre. Il la remit à Anne sans mots. Elle prit la sculpture, ses doigts traçant les contours du bois. La douce odeur du bois fraîchement coupé était un contraste avec l'odeur d'antiseptique. Elle sourit, un sourire fatigué, mais plein de chaleur. Nul besoin de mots. Le geste parlait de résilience, d'espoir, d'un avenir qu'il voyait à ses côtés. Cet acte silencieux d'affection et de reconnaissance solidifia le lien entre eux, un pacte tacite de camaraderie. La dénonciation des documents falsifiés, portée au juge du comté par Antoine, et avec le témoignage de Benoît et Marcel, résulta en le retrait temporaire de la compagnie des chemins de fer du Midi. Docteur Elie, le visage tordu de fureur, fut forcé de reculer, bien qu'il promit de revenir. Le départ de la compagnie donna à la communauté un répit vital, du temps pour se réorganiser, et plus important encore, pour guérir. Ils découvrirent alors que le vieux fermier Marcel, apparemment juste une cible facile pour la compagnie, avait été plus astucieux qu'on ne le pensait. Il avait documenté méticuleusement chaque intrusion sur ses terres, chaque menace,
chaque dommage causé par les hommes de la compagnie. Ces registres, gardés dans un vieux carnet, créaient un registre légal incontestable de violations, renforçant la position de la communauté au cas où la compagnie tenterait de revenir. C'était une petite victoire, remportée par la persévérance silencieuse d'un homme simple. Les pluies de l'orage, bien que destructrices, transformèrent à la vallée. Le sol aride absorba l'humidité et, semaines après, la vallée de la rivière, sèche fleurit. Des fleurs sauvages, endormies pendant des années sous la poussière, explosèrent en couleurs vibrantes, jaune brillant, violet profond, rouges intenses. L'odeur des fleurs se mêlait à l'odeur propre de la terre mouillée. Un parfum de renaissance. Cette renaissance de la vallée refléta la transformation interne d'Antoine. Le poids de la culpabilité pour Pierre commença à diminuer. Il comprit, enfin, qu'honorer la mémoire de son ami ne signifiait pas vivre dans l'ombre de la perte, mais se permettre de vivre pleinement, construire un avenir, trouver le bonheur. La lumière qui semblait absente depuis si longtemps commença à éclaircir son horizon. Un dernier rebondissement apporta un nouveau dilemme à Anne. Elle reçut une lettre de retour de l'Est. C'était une offre de retourner à la grande ville, avec un poste prestigieux dans un hôpital renommé, avec tous les privilèges et confort qu'elle avait abandonnés. La lettre de sa sœur plus jeune, maintenant rétablie, l'encourageait à accepter, à retourner à une vie plus facile. Le dilemme d'Anne représentait le conflit entre deux mondes, deux possibilités de vie. Sa motivation originale l'avait amenée à l'Ouest pour servir les vulnérables. Et maintenant, la vallée et les gens s'y trouvant étaient devenus sa nouvelle famille. Pendant une nuit de célébration de la communauté, organisée pour marquer le retrait temporaire de la compagnie et la renaissance de la vallée, des musiciens locaux jouaient des chansons traditionnelles autour de feux de camp. L'odeur de bois brûlé et de nourriture flottait dans l'air frais de la nuit. Rires et conversations remplirent l'espace où auparavant il n'y avait que le silence de la sécheresse et le son du vent. Anne et Antoine, au milieu de la foule, partagèrent une danse silencieuse sous les étoiles qui semblèrent maintenant plus brillantes. Nul besoin de mots, juste le rythme doux de la musique et la connexion indéniable entre eux. La main d'Antoine sur sa taille, sa main à elle sur son épaule. En ce moment, l'avenir semblait vaste et plein de possibilités. La décision d'Anne ne fut pas annoncée par de grands discours ou des déclarations publiques. Ce fut un geste simple, mais chargé de signification. Le matin suivant la célébration, elle planta un jeune amandier près de la source, une jeune pousse qu'elle avait apportée de l'Est. C'était un symbole de racine qui choisissait de se fixer dans ce sol renaissant, d'une vie qui décidait de fleurir dans ce désert particulier. Antoine, observant à distance, la petite sculpture de bois dans sa poche, comprit le message. Son espoir, qui avait été un fragile murmure, fleurit en un sentiment fort et inébranlable. Les mois suivants, la communauté de la vallée de la rivière sèche non seulement se reconstruisit, mais se renforça. Ils apprirent la valeur de l'union, de la résilience, de la foi qui naît dans les moments les plus difficiles. Michel, démoralisé par sa trahison exposée, finit par vendre le saloon et partir, incapable de regarder en face ceux qui l'avaient tenté de nuire. Docteur Élie et la compagnie des chemins de fer du Midi tentèrent de revenir, mais la documentation de Marcel et la détermination inébranlable d'Antoine et de la communauté, maintenant unie et vigilante, firent échouer leur plan. La lutte n'était pas complètement terminée, mais la vallée était préparée. Ils étaient vigilants comme des loups protégeant leur territoire. Antoine et Anne continuèrent à construire leur relation, non pas avec de grands gestes de cinéma, mais dans la quiétude du quotidien, le soin mutuel, la foi partagée en l'avenir de ce lieu. Elle prenait soin de la santé du corps, lui, de la sécurité. Ensemble, ils devinrent le cœur de la communauté, la lumière qui guidait en des temps incertains. La vallée de la rivière sèche ne devint pas la ville prospère et animée que le docteur Élie avait promise, mais fleurit à sa manière, un oasis de vie et d'espoir au milieu de la vaste étendue aride. Ils apprirent que la vraie richesse n'était pas dans l'or ou les rails d'acier, mais dans l'eau qui soutenait la vie, dans la terre qu'ils cultivaient et dans les liens qui les unissaient. L'espoir, autrefois un murmure,
devint un chant entonné par le vent qui soufflait maintenant doucement sur les plaines renouvelées. Le désert, arrosé par la pluie et la détermination, prouva que la vie trouve toujours un chemin pour fleurir. Le voyage fut rude, plein d'obstacles et de pertes, mais apporta avec lui un apprentissage profond. Que la foi en ceux que l'on aime et le courage de lutter pour ce en quoi l'on croit peuvent transformer le plus aride des déserts en un jardin de possibilités. Et vous, à quel moment laisserez-vous l'espoir fleurir dans votre désert ?